Bonjour à tous, ça va? Aujourd'hui j'avais envie de parler d'un classique du cinéma et plus précisément du cinéma d'horreur, car je n'ai parlé qu'une seule fois du cinéma d'horreur sur cette chaîne et c'était lors de la première vidéo de la chaîne où j'avais parlé de Souviens-toi l'été dernier. Et c'était horrible, un espèce de film d'horreur pour ados débiles et en plus la vidéo date un peu, à l'époque on était sous masque et Covid pour dire mais allez la voir, c'est pas parce que c'est vieux que c'est pas bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de parler d'un film reconnu dans le monde de l'épouvante, à savoir The Thing. Thing. I think it rips through your clothes when it takes you over. Those found some shredded long johns, but the name tag was missing. They could be anybody's. Thousands of years ago it crashes and this thing gets thrown out or crawls out and it ends up freezing in the ice. I just cannot believe any of this voodoo bullshit. Nobody trusts anybody now. And we're all very tired. The Thing est un film américain sorti en 1982 et réalisé par John Carpenter. En 1938, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'auteur américain John W. Campbell écrit la nouvelle de science-fiction La Chose, dans laquelle une équipe de chercheurs en Antarctique découvre un vaisseau extraterrestre et une mystérieuse créature, prisonnière dans la glace, capable d'imiter parfaitement chaque organisme une fois qu'elle l'a assimilé. Assez niche lors de sa parution, la nouvelle va intéresser Hollywood lors des années 50 notamment, grâce à l'essor que connaît le genre de la science-fiction à cette époque. En effet, l'après-guerre fait naître de nombreuses angoisses chez le public américain, notamment le début de la guerre froide, la peur de l'invasion, les progrès technologiques ou même la bombe atomique par exemple. Ils sont donc particulièrement friands de voir ça sur le grand écran et la science-fiction est un excellent moyen pour illustrer ça sans avoir de problème avec les gouvernements américains ou étrangers. On verra donc nombreux films de science-fiction sortir lors de cette période, comme Le jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise en 1951, racontant l'histoire d'un extraterrestre et d'un robot débarquant sur Terre et se faisant pourchasser par la police, considéré comme le premier vrai film de science-fiction ambitieux, et 2 ans plus tard, le très connu La guerre des mondes de Byron Haskin, où les extraterrestres envahissent la Terre. On peut donc y voir un thème récurrent, l'extraterrestre dangereux. L'espace et ce qui en vient est vu ou bien perçu comme une menace par l'homme. La nouvelle de John W. Campbell rentre parfaitement dans ce thème, et c'est pour ça qu'elle sera adaptée en film en 1951 par Christian Nyby et partiellement par Howard Hawks quand même, le mec qui a réalisé Scarface de 1932 et Rio Bravo, et il sera même pas crédité en plus. Mais cette version s'éloigne beaucoup du roman court de Campbell, et en plus de ça, a mal vieilli. Bah c'est vrai, dans le film de 1951, La Chose c'est juste un mec déguisé en fait. Ça n'empêche cependant pas le succès commercial du film et deviendra un classique du cinéma de science-fiction des années 50. Dans les années 70, Universal souhaite adapter la nouvelle de John W. Campbell pour le grand écran. Le projet est assez compliqué car les droits pour faire un film sont dispersés entre plusieurs personnes. Mais très rapidement le projet se lance et John Carpenter, jeune réalisateur indépendant, est contacté, mais sa trop faible expérience refroidit les producteurs, qui lui préfèrent des réalisateurs confirmés comme Tobe Hooper, réalisateur du Massacre à la tronçonneuse, ou encore John Landis, qui refusent tous les deux pour divergence artistique. Le projet est donc mis en pause. En 1979, Ridley Scott sort son Alien, qui sera un succès financier relançant l'attractivité des films mélangeant horreur et science-fiction. Universal voit donc l'opportunité de relancer le projet The Thing en choisissant à nouveau John Carpenter, qui a lui aussi vu sa carrière décoller grâce à un succès financier avec Halloween. Carpenter est par ailleurs le choix parfait car il est un fan de Howard Hawks, le réalisateur du film original La Chose d'un autre monde. Il s'est même inspiré de certains de ses films comme Rio Bravo par exemple. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'au début il n'était pas partant pour réaliser un remake, estimant que le film de 1951 était insurpassable. C'est finalement en lisant la nouvelle originale qu'il accepte en se rendant compte du potentiel inexploité de cette histoire. Cependant, la production devient très rapidement compliquée. Déjà, John Carpenter n'a pas arrêté d'hésiter entre rester et foutre le camp lorsqu'il a appris qu'un film El Diablo racontant l'histoire d'un jeune homme se faisant voler sa copine par un nageur olympique. Bon, c'est une blagounette, ça va. En vrai, c'était un western est en production. Le budget d'abord prévu de 10 millions de dollars se voit grimper à 15 millions de dollars au vu des besoins colossaux pour donner vie à la chose sans que le rendu soit complètement ridicule à l'image. Pour limiter les coûts, certaines scènes sont supprimées et d'autres revues à la baisse car trop ambitieuses. Pourtant le chargé des effets spéciaux, Rob Bottin, âgé de 21 ans, était un véritable monstre et travaillait 7 jours sur 7 dans des conditions difficiles, dormait dans son studio. Il est même hospitalisé pendant la production car il avait contracté une putain de pneumonie. En d'autres termes, il s'est vraiment donné à fond dans le projet. Le scénario a changé plein de fois. C'est au final Bill Lancaster qui écrit le scénario, très fidèle à l'esprit du roman court de Campbell, où
où il modifie cependant quelques éléments afin de coller aux médias cinématographiques, comme le nombre de chercheurs passant de 37 à 12, mais Carpenter s'implique lui aussi dans le scénario, notamment en proposant sa propre fin, différente de celle de Lancaster. Pour ce qui est du casting, de nombreux acteurs sont pressentis pour jouer McCready, comme Christopher Walken, Jeff Bridges, qui jouait Obadiah Stane dans Iron Man, dont on a parlé la dernière fois, tiens. Et même si Tom Atkins et Jack Thompson ont pendant longtemps été pressentis, c'est finalement Kurt Russell, l'un des acteurs fétiches de John Carpenter, qui est choisi pour le rôle. Le tournage fut lui aussi une galère. Déjà, le film n'a bien évidemment pas été tourné en Antarctique, mais en Alaska et au Canada. Certaines scènes, elles, viennent d'un studio réfrigéré à Los Angeles. Les conditions de tournage étaient vraiment très difficiles. Les températures en extérieur étaient glaciales, puis la chaleur étouffante sous les projecteurs de tournage. Les caméras gelées, les routes étaient dangereuses, un bus transportant l'équipe et le matériel a failli faire une chute de 155 mètres. Bref, une catastrophe. En post-production, des scènes sont supprimées en raison des problèmes de budget, comme je l'ai dit, forçant donc un remontage frustrant, et la fin fut l'objet de débats. Fallait-il choisir celle de Lancaster ou bien celle de Carpenter? Et bien finalement, c'est Carpenter qui sort vainqueur grâce à sa version qui fut conservée en dépit de ce que souhaitaient ses producteurs. Mais finalement, après de nombreuses galères, le film voit enfin le jour dans les salles obscures. Et pour savoir si tout cela valait le coup, passons au film. Le film commence d'entrée avec l'une de ses plus grosses qualités, la musique. Composée par le compositeur légendaire Ennio Morricone, celui qui a fait la quasi-totalité des musiques des western spaghetti des années 1960 et 1970, notamment les très cultes Le Bon, la Brute et le Truand. De recel, d'émissions de fausses monnaies, d'usage de jeux de cartes et de dés truqués, d'agressions et de coups et blessures, ainsi que sur la personne de magistrats, d'officiers publics du comté, du district et de l'État. Et il était une fois dans l'Ouest. On enchaîne ensuite avec une scène que je trouve un peu ridicule, qui fait bien film de science-fiction à la Star Wars, avec un vaisseau spatial, littéralement, qui passe devant la Terre. Mais bon, ça va, ça ne dure pas trop longtemps, puis titre. Waouh. En même pas 10 secondes, je suis déjà complètement pris dans le film. Je sens que les 1h48, elles vont passer très vite. On se trouve donc en Antarctique en 1982. On a droit à de longs plans d'ensemble sur le désert antarctique. Puis on rencontre ensuite un petit chien qui court poursuivi par des hommes en hélicoptère qui veulent le shooter. Mais quelle bande de... Pardon. Mais bref, cette séquence est géniale. Pourquoi? Parce que la mise en scène y est exceptionnelle. D'entrée de jeu, tout a un sens. Pourquoi l'Antarctique? Pour montrer que l'endroit où se déroule le film est éloigné. C'est littéralement l'endroit le plus éloigné de la planète. Donc qu'aucune aide extérieure ne sera possible. Pourquoi autant de plans d'ensemble? Pour montrer que l'endroit est grand. Très grand, à perte de vue même, et donc qu'on ne pourra pas s'en échapper. Pourquoi un petit chien? Pour créer un décalage entre le décor et lui. Le décor est immense, lui est tout petit. Il court, il se faufile dans ces grands décors. Il sera difficile à attraper. C'est un husky, donc un chien typique des climats froids. En d'autres termes, il est parfaitement raccord avec le décor, comme si il se fondait dedans. Pourtant, le husky est un chien de meute. Lui est tout seul. Il n'est pas comme ses congénères. Il est différent. Et pourquoi les mecs dans l'hélicoptère lui tirent dessus? Pour montrer que c'est une chasse. On comprend que le film va être une chasse dans un décor éloigné, donc sans aide extérieure possible, ni échappatoire, et où l'on poursuit une chose, plutôt quelque chose, qui se marie parfaitement avec son environnement, et qui pourtant est différente. Ça fait seulement 4 minutes de film. C'est fort. On se retrouve ensuite dans une station de recherche américaine où le petit chien se rend, avec lui l'hélicoptère qui le poursuit. Alors que les membres de la station sortent pour voir de quoi il s'agit, les mecs de l'hélicoptère lancent carrément une grenade sur le pauvre chien. C'est ciao. Le chien a l'air gentil, mais...
Alors ça par contre c'est très con comme mort. Le mec lâche une grenade qu'il a dégoupillée juste à côté de l'hélico, mais au lieu de courir pour sa vie dans l'autre sens, il essaye de la chercher, mais pourquoi faire gars? Le deuxième norvégien lui par contre a l'air de ne plus avoir toute sa tête vu qu'il continue à poursuivre le chien et se met même à lui tirer dessus alors qu'il y a les Américains entre deux, donc forcément il en touche un. Mais alors qu'il se rapproche de la base pour tuer le chien, un des hommes de la station lui tire une balle dans la tête, le tuant sur le coup. C'est alors qu'on découvre tous les membres de la station de recherche, ce qui est un élément très important. R.J. McGrady, joué par Kurt Russell, un pilote d'hélicoptère, le docteur Blair Knowles, le cuisinier afro-américain sur ses rollers, Childs, le mécanicien et autre afro-américain, joué par Keith David, qui mine de rien a fait plein de choses dans sa carrière, hein. Il a joué dans Platoon d'Oliver Stone, Armageddon de Michael Bay, même dans Requiem for a Dream et Cloud Atlas. Il participe même à des séries comme Community et fera beaucoup de doublages dans des jeux vidéo comme Halo, Spawn ou le capitaine David Anderson dans Mass Effect. Il a aussi fait des voix dans Adventure Time et Rick et Morty, c'est même lui la voix du docteur Facielé dans La Princesse et la Grenouille. I got friends on the other side. He's got friends on the other side. Palmer, mais qui n'a rien à voir avec Cole, l'assistant mécanicien qui fait des doigts avec son cigare, le docteur Cooper, Vance Norris, le géologue, George Bennings, le responsable météo qui s'est pris une balle tout à l'heure, Clark, le mec qui s'occupe des chiens, Gary, le tireur d'élite là, Fuchs, l'assistant des médecins, et Windows qui passe son temps à parler tout seul à la radio en Antarctique. Il est payé à rien foutre quoi. L'équipage se demande alors pourquoi ces Norvégiens ont bien pu les attaquer. Pour en savoir plus, McCready et le docteur Cooper partent leur rendre une visite. On a ensuite droit à une très bonne séquence. Knowles, will you turn that crap down? I'm trying to get some sleep. I was shot today. Knowles écoute de la musique dans sa cuisine. On lui demande de baisser le volume, mais lui, il l'augmente. Puis, on se retrouve dans une autre salle, vide, où la musique de Knowles est d'un coup beaucoup plus faible, comme lorsque vous sortez d'une boîte de nuit par exemple. Cela sert à montrer que l'action se passe en dehors des regards, à côté de l'activité de la station, sans que personne ne le voit. On se dit qu'il doit s'agir d'un point de vue d'un membre de la station, sauf que non, la caméra descend, à une hauteur bien trop basse pour un humain adulte, même la meuf de Lamine Yamal. La musique de Knowles baisse de plus en plus, l'action s'éloigne des regards, puis un plan extrêmement bien trouvé, très utilisé quand on filme une porte depuis là où le personnage va rentrer, très utile pour créer un suspense sur l'identité de la personne qui veut rentrer, et c'est clairement utilisé ici par Carpenter. On voit donc que c'est le chien, la caméra est à sa hauteur depuis tout à l'heure, et fait même plus que ça cette fois-ci, elle le suit dans l'espace, ne prend jamais un autre référentiel. Dans cette séquence, l'élément central c'est le chien, puis la séquence se termine avec un membre de l'équipe qu'on ne peut pas identifier qui remarque sa présence, mais sans qu'on sache sa réaction. Dans cette séquence, on comprend qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche avec le toutou. Ce chien cultive le mystère et fait naître un nombre incalculable de questions. McCready et Cooper arrivent enfin à la station norvégienne et la trouvent en ruine, avec du sang partout et complètement détruite, avec tout le personnel mort, mais même au-delà de la mort. Les cadavres sont très étranges, complètement déchiquetés. Ils font alors une découverte très étrange. Un carré de glace complètement vide, comme si quelque chose s'en était échappé. Puis autre chose. Some animal buried in the ice and they chopped it up. But where is it? Look at this. What is that? Is that a man in there or something? Whatever it is, they burned it up in a hurry. Help me find a shovel, Doc. La transition est magnifique. McCready et Cooper rentrent à la station et comme par hasard, on filme le chien les regardant par la fenêtre dans un plan qui ressemble bizarrement à un plan d'espionnage, sans doute une coïncidence. On a droit à de longs travelling sur tous les personnages pour montrer toute leur stupeur et montrer qu'ils n'avaient jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Cette chose est hors du commun. Et alors que McCready finit de regarder cette chose, la première chose qu'il voit directement après... On a ensuite une scène entre Gary et Windows, le mec de la radio qui n'a toujours reçu aucune fréquence radio, histoire de bien montrer qu'ils sont vraiment complètement seuls au monde. Les médecins commencent alors l'autopsie de cette chose. Well, what we got here is what appears to be, anyway, a normal set of internal organs. Heart, lungs, kidneys, liver, intestines. Seem to be normal.
très étrange. L'équipage reprenne donc alors leurs activités quand Bennings se fait mordre par le chien. Il demande alors à Clark de le mettre avec les autres chiens. C'est là que ça part vraiment en couille. Écoutez comment un simple courant d'air peut être pesant. Le chien se métamorphose complètement en une espèce de créature ignoble qui se met à attaquer les autres chiens. Les chiens commencent alors tous à aboyer. Quand Clark arrive pour voir ce qu'il se passe, c'est alors que le reste de l'équipage se ramène et qu'on voit enfin le visage de la créature. La créature essaye d'ingérer tous les pauvres chiens qui n'ont pas pu s'enfuir. C'est alors que Childs arrive avec un lance-flamme et fait cramer cette saloperie. Le lendemain, le docteur Blair autopsie la chose. On comprend alors pourquoi les Norvégiens du début traquaient ce chien. Ce n'était pas un chien, c'était un organisme capable d'imiter à la perfection d'autres formes de vie. On découvre que les Norvégiens avaient déterré de la glace antarctique l'énorme bloc de glace qu'ils avaient trouvé auparavant. MacReady décide donc de s'y rendre. Oula, c'est du fond vert ça. Il tombe alors sur un vaisseau extraterrestre qui était auparavant piégé par la glace que les Norvégiens ont fait ressurgir à cause de leurs recherches. Une fois revenu, il parle de tout ça au reste de l'équipage. Certains y croient, d'autres non, mais des questions subsistent. Comment a-t-elle pu prendre la forme d'un chien? Ou encore, après 10 000 ans sous la glace, comment cette chose peut être encore en vie? Comment avoir les réponses à toutes ces questions? Eh bien comme nous, on demande à ChatGPT, qui existait déjà en 1982 visiblement, qui explique absolument tout sur le fonctionnement de la chose au Dr Blair. À savoir que la chose assimile les cellules de l'organisme qu'elle infecte, puis le devient. Et que si cette chose atteint des zones civilisées, ça pue. Bennings et Windows s'occupent des dépouilles de la chose, mais refusent de la brûler. Pendant ce temps, Fuchs, l'assistant biologiste, informe MacReady que le Dr Blair s'est enfermé et refuse de voir qui que ce soit, mais qu'il a également pris des notes indiquant que selon lui, la chose est encore en vie. Let's go, Bennings. I gotta get some sleep. Windows va chercher MacReady et les autres, mais quand ils reviennent, Bennings a disparu. Il réapparaît ensuite à l'extérieur. MacReady lui fout le feu et décide ensuite de tout brûler. I can't find Blair. Where's everybody else? Windows is in the radio room, still trying to get through. Everyone else is in the rec room. You go on, I'll be in a minute. Une fois ça fait, le film rentre dans une autre dimension. Cette personne a saboté l'hélicoptère et soudain, on entend un coup de feu provenant de la station. On découvre que c'est le Dr Blair qui pète complètement les plombs. La chose l'obsède car elle en comprend le danger et fait tout pour qu'elle ne se propage pas, quitte à mettre en danger tout le monde. Ils finissent par le maîtriser et on voit que ce salaud a tué tous les chiens de Clark. Il décide alors de l'enfermer dans un atelier. Voilà ce qui change. La suspicion fait son entrée dans le film. La présence de la chose change complètement les relations entre les personnages, car désormais, elle est l'un des membres de la station. Le film devient alors une sorte de qui est l'imposteur géant. Pour savoir qui est la chose, le Dr Cooper propose de faire un test sanguin avec du sang non contaminé. Cependant, Gary! Hey, you guys, come here! Somebody got to the blood. What? Where's Clark? Right here. Wait a minute. Was this broken into? No, the lock is undamaged. Somebody opened it, closed it, and then locked it. les soupçons commencent à faire monter la tension. Certains ne la supportent pas, comme Windows qui part chercher une arme pour abattre Gary. MacReady décide de mettre sous morphine les principaux suspects, Gary, le Dr Cooper et Clark. Who's
Allez, celui-là c'est cadeau. Fuchs sort alors dehors pour voir de qui il s'agissait et il tombe sur les vêtements déchirés de MacReady. Or, on a découvert précédemment que la chose déchirait les vêtements de la personne qu'elle imitait. Bon, je voulais pas faire cette comparaison vu que 100% de toute la planète l'a déjà faite, mais bon, je suis à court d'idées donc j'ai pas le choix. La partie d'Among Us continue, des disputes commencent à naître surtout envers Windows après son comportement de tout à l'heure. MacReady, Knowles et Windows partent à la recherche de Fuchs quand ils tombent sur sa dépouille brûlée. En ne voyant pas MacReady et Knowles revenir, les autres membres de l'équipage décident de se barricader. Knowles revient ensuite et apprend aux autres qu'il a trouvé les vêtements déchirés de MacReady et qu'il s'agit de la chose. Il décide alors de le tuer mais hésite entre le brûler vif ou le laisser mourir de froid. Mais MacReady s'infiltre dans la station. Ce dernier, pas con, utilise des bâtons de dynamite pour menacer l'équipage et qu'il ne le tue pas. Mais tout d'un coup, Norris commence à s'évanouir, comme vu précédemment. Le docteur Cooper le prend donc en charge afin d'essayer de le sauver. MacReady en profite pour régler ses comptes, mais ces derniers tentent encore une fois de le piéger en le distrayant. Ever occur to the jury that anybody could have got some of my clothes and stuck them up the furnace? We ain't buying that. Quit that bickering over there. Windows, wheel that defibrillator over here. Put some those panels. You're gonna have to sleep sometime, McCready. I'm a real light sleeper, Childs. Anyone tries to wake me. Clear! Clear! Clear. Norris était en fait la chose depuis tout à l'heure. Et on remarque encore une fois la mise en scène très ingénieuse. Détourner l'attention du spectateur sur autre chose, les tensions du groupe à travers des chants contre chants ambigus et une montée en tension très bien maîtrisée pour au final révéler la vraie menace et tout cela sans aucune musique. En bref, un excellent jumpscare. MacReady l'a fait brûler mais on a encore la tête coupée qui se déplace accrochée à une chaise, c'est dégueulasse, il devient même une espèce d'araignée. Mais visiblement cela donne une idée à MacReady pour un test. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Then I'll have to kill you, Childs. Then kill me. I mean it. I guess you do. Cette fois-ci, un schéma beaucoup plus classique. En voyant Norris se décomposer, il a compris que contrairement à nous, l'entité de la chose n'est pas un être individuel, mais que chaque partie de lui était un être vivant. Et que contrairement à notre sang, qui n'est qu'un tissu, le sien réagira lorsqu'on l'attaque avec une brûlure. Le test commence. Alright, move back. Over there. Windows est un humain. Now, Clark. And Clark was human, huh? Which makes you a murderer, don't it? Palmer now. This is pure nonsense. Doesn't prove a thing. I thought you'd feel that way, Gary. You were the only one that could have got to that blood. We'll do you last. Get away from me! MacReady! What is it? Et oui,
Palmer était la chose. Et encore une fois, on s'est fait avoir par la même technique de mise en scène, détourner l'attention pour rendre la révélation encore plus effrayante. Je pense que celle-ci, qui est d'ailleurs ma scène préférée, est encore meilleure, car en plus de la confrontation entre Gary et MacReady, on est aussi pressé de savoir si Childs est la chose ou non, tandis que Palmer s'est depuis un moment fait presque oublier, sans aucune musique à part ce bruitage strident qui surprend tout le monde, puis des cris d'effroi qui servent d'accompagnement et cette horreur venue tout droit des enfers. Windows, terrorisé, n'arrive même pas à utiliser son lance-flamme et se fait dévorer par la chose. MacReady y arrive cependant et la fait exploser à la dynamite. Il détruit aussi le corps du pauvre Windows, très certainement contaminé, même si c'est ma petite théorie perso celle-là. Je pense que ce dernier n'avait pas été encore totalement infecté et était encore conscient, vu que contrairement aux autres infectés de la chose, il ne change pas de forme lorsqu'il se fait brûler. Terrible. MacReady finit son test, Childs, Knowles et Gary sont des humains. Childs reste à la station pendant que les autres vont faire passer le test au Dr Blair, mais ce dernier s'est échappé alors que sa porte était fermée de l'extérieur. Ils tombent sur un souterrain et font une découverte surprenante. What is it? Something he's been making. It's a ship of some kind. He stole the parts from the helicopter. Smart SOB. Put it together piece by piece. Where was he trying to go? Any place but here. On retrouve les plans du début avec une caméra en première personne. Cette fois-ci, on le comprend, la chose est un humain. Il se trouve dans la station. Pour ceux qui ont la ref, quelqu'un a fait sauter les lights et on se retrouve alors dans le noir complet. Déjà que la peur est palpable dans ce film, on y rajoute l'obscurité, l'un des principaux responsables de la peur. Super. MacReady comprend que la chose cherche à se rendormir dans le froid afin de pouvoir hiberner et après ça être à nouveau réveillé par une équipe de chercheurs. Il comprend que le seul moyen pour empêcher ça, c'est de tout faire sauter, mais que malheureusement, ils n'y survivront pas. Mais au moins la chose non plus. Ils font donc tout brûler, tout exploser à la dynamite jusqu'à la dernière infrastructure. Ils vont à la génératrice mais cette dernière est foutue. Ils décident donc alors de faire sauter toute la station. Sans surprise, Blair était la chose et tue Gary, puis Knowles y passe aussi. MacReady fait exploser la forme finale de la chose ainsi que toute la station dans une immense explosion et par je ne sais quel miracle, il a réussi à sortir à temps, mais bref, c'est fini, la chose est vaincue, MacReady est condamné à la mort quand quelqu'un d'autre arrive. Fire's got the temperature up all over the camp. Won't last long, though. Neither will we. How will we make it? Maybe we should. If you're worried about me, If we've got any surprises for each other, I don't think we're in much shape to do anything about it. well, what do we do? Why don't we just wait here for a little while? See what happens. Et ça finit là-dessus. C'est juste du génie. Après tout ça, le film laisse un ultime mystère. Est-ce que Childs ou MacReady est la chose? Alors il y a eu moult théories là-dessus, et oui, je pense aussi que Childs est la chose. On a suivi MacReady tout le temps entre son dernier test et cette scène, et à aucun moment la chose n'a pu l'infecter. Tout comme Norris et Palmer, Childs, pourtant très important dans le film avant ça, passe complètement en retrait lors du climax du film et réapparaît comme une fleur à la fin. Il est bien plus probable que la bouteille de MacReady soit de l'essence et pas de l'alcool, c'est vrai quoi, ils ont la mort aux trousses et doivent tout faire péter
péter avec des explosions, je ne pense pas qu'une bouteille d'alcool soit la première chose auquel MacReady ait pensé, et donc par conséquent le fait que Childs boit de l'essence sans rien remarquer prouve qu'il n'est pas humain. Il y a les mêmes plans en première personne que ceux du chien, mais à hauteur humaine cette fois-ci dans la station, et je vous le donne en mille. Quel est le seul personnage dont on est sûr qu'il soit dans la station? Ce bon vieux Childs. Quand ce dernier demande à MacReady s'il a tué la chose, MacReady ne répond pas « Oui, j'ai tué la chose », alors qu'il l'a littéralement fait sauter de ses mains, et bien sûr, la musique qui était toujours présente lorsqu'il était question de la chose se lance pile à ce moment. Mais Carpenter n'a pas cessé de nous faire comprendre avec ce film qu'il pouvait nous faire croire ce qu'il voulait. Donc au final, pourquoi toutes ces preuves accablantes envers Childs ne pourraient pas aussi être la preuve que la chose est MacReady? C'est ça, le génie de cette fin. Bon, j'ai déjà pas mal analysé le film, donc je vais être synthétique pour pas me répéter. Je pense que vous avez compris, j'adore ce film. C'est un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur, et je pense que c'est même l'un de mes films d'horreur préférés. Déjà, parmi les nombreuses qualités du film, la plus connue, dont on a déjà parlé, sont les effets spéciaux. Et c'est clair qu'ils sont absolument prodigieux. La chose est une créature parfaitement rendue crédible à l'écran. Elle est visqueuse, organique, paraît complètement vivante, et surtout non humaine. Il y a tellement de détails apportés à chacun des animatroniques qu'on ne remarque à aucun moment le moindre trucage. La chose rend donc le film effrayant. À chacune de ses apparitions, elle nous dégoûte. D'ailleurs, beaucoup de gens ont dit qu'ils avaient été traumatisés lors de leur premier visionnage. The Thing, c'est le truc qui m'a traumatisé quand j'étais petit. Et le pire, c'est que le film date de 1982. Il n'y a absolument aucun effet numérique. Tout a été fait à la main par Rob Bottin, là, dont on a parlé au début. Rappelez-vous des conditions de travail que j'avais évoquées. Malgré ça, le rendu est absolument crédible, même 43 ans après. Imaginez juste 5 secondes comment ça devait être de le voir au cinéma à l'époque. Les gens devaient être sidérés. Et pourtant, c'est E.T., l'extraterrestre, qui a gagné l'Oscar des meilleurs effets spéciaux cette année-là. Bonne blague. Mais si la chose est un excellent monstre de film d'horreur qui glace le sang, fait peur, angoisse, tout ce que vous voulez, ce n'est pas le meilleur élément horrifique du film. Et ça, John Carpenter l'a très vite compris. Dans La chose d'un autre monde, le film de 1951, la chose est très différente. En fait, c'est un mec déguisé qui était une sorte de légume de l'espace ou un truc comme ça, mais c'était pas nul non plus, au contraire. Quand la chose apparaissait, c'était par surprise, ou alors de manière dantesque, avec le radar qui indique qu'il se rapprochait, et quand il apparaissait, les scènes étaient impressionnantes, stressantes. La chose faisait peur. C'est un classique du cinéma d'horreur que John Carpenter apprécie énormément, mais il voulait s'en éloigner dans l'esprit, car dans le film de 1951, c'est uniquement la chose qui fait peur. Déjà, il y a pratiquement une cinquantaine de personnes là dans la station, alors qu'il y en a à peine 5-6 qui sont vraiment importants. Et le seul dilemme du film, c'est qu'il y a le scientifique du groupe qui ne veut pas qu'on tue la chose, car c'est la plus grande découverte scientifique de l'histoire, que c'est une créature incomprise, mais il finit avec un coup de phalange dans la mâchoire, puis on n'en parle plus. C'est pour dire que le film de 1951 est un film de monstre classique. La chose est l'élément central du film, et c'est tout. Dans le film de Carpenter, pas uniquement. Déjà, là, on a un équipage beaucoup plus réduit, donc ça crée une meilleure immersion qu'avec plein de figurants dont certains on ne connaît même pas les noms. Et la chose, cette fois, n'est pas juste un gros monstre, et c'est justement ce qui rend les effets spéciaux encore plus mémorables, car dans The Thing, la chose est un métamorphe. Il prend l'apparence des autres, ce qui fait que le danger peut venir de n'importe qui. Cela rajoute une autre dimension, bien plus intéressante. Le danger dans The Thing vient également de la peur de l'autre. Dès qu'on sait les facultés de la chose, plus personne ne se fait confiance dans la station. On passe immédiatement en mode survie, et le moindre élément qui peut être suspect à ton encontre le sera. Les personnages sont donc extrêmement importants dans ce film. Ils sont même le cœur de l'intrigue en vérité. Les oppositions idéologiques entre certains comme MacReady et Childs créent un débat entre deux visions des choses. Celle très instinctive et sceptique de Childs contre celle plus posée et rationnelle de MacReady. Ce qui fait par ailleurs qu'il est le plus compétent pour combattre la chose. MacReady s'adapte, il réfléchit et ne veut pas prendre une décision sous le coup des soupçons, car c'est exactement ce que cherche la chose. On peut voir aussi ce que cette peur crée au sein d'un groupe, la paranoïa, surinterpréter des choses, même la plus minime, être sur ses gardes en permanence, les stéréotypes avec le fait que Clark, qui s'occupait des chiens, soit donc vu comme un potentiel infecté, alors qu'en fin de compte, il est l'un des seuls à être mort sans avoir été absorbé par la chose. Ce qui fait peur dans The Thing, c'est que l'on n'a plus de repères, on ne sait plus qui est ce que l'on doit croire. Mais pour que cela soit vraiment efficace, il faut bien tout le génie de John Carpenter, car absolument tout y est dans ce film. La mise en scène est parfaitement maîtrisée. Je ne vais pas me répéter par rapport à ce que j'ai dit, mais on a bien vu que Carpenter a réussi grâce à ses choix de plans, de décors, d'interprètes
à créer une vraie atmosphère pesante de méfiance et de rebondissement. Carpenter est un maître de la tromperie avec sa mise en scène. Il arrive parfaitement à faire croire ce qu'il arrange à son spectateur lorsqu'il veut créer un effet de surprise, comme on l'a vu, mais aussi pour ses séquences extrêmement travaillées. Carpenter est un homme pointilleux. Il accorde une extrême importance à chaque détail. C'est aussi un artiste extrêmement complet. Il réalise, écrit et même compose la musique de ses films. Sauf cette fois, vu que la musique du film est, comme je l'ai dit, signée Ennio Morricone. Alors, vous ne pouviez pas le savoir, mais je disais entre guillemets composée par Ennio Morricone. Car la bande originale de The Thing fait tout, mais alors tout, sauf une bande originale composée par Ennio Morricone. Morricone est un compositeur de légende. Il est connu pour ses compositions grandioses, qui restent dans la tête, qui marquent et habillent parfaitement des scènes grandioses, car il a très souvent bossé sur des westerns. Mais dans The Thing, ses compositions sont très simplistes, volontairement afin de coller à l'ambiance du film. Et ce style de musique, c'est exactement le style de musique que John Carpenter a fait pour ses autres films. Tout ça pour dire que je pense qu'Ennio Morricone a composé la musique du film. C'est clairement plus marketing qu'autre chose, car on voit clairement l'influence de Carpenter sur la bande son. The Thing, c'est l'œuvre de John Carpenter, l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre, le film qui montre que c'est un très grand artiste, qu'il maîtrise très bien son cinéma et peut le rendre très efficace. Il a fait un film d'horreur, nihiliste, sombre, le genre de film qui nous fait réfléchir tout le long sur quelles interprétations il faut s'en faire, ou bien si ce n'est pas justement ce que l'auteur veut nous faire croire, alors que non. Un film qui marque et même traumatise pour certains et que l'on n'oublie pas. Mais ça n'a pas plu. Pour l'anecdote, les gens ont détesté le film à sa sortie en 1982. La raison ? Dans les années 80, on sort de la guerre du Vietnam, les gens veulent du positif, de la lumière, on est à l'époque de Star Wars et compagnie. Et en plus de ça, 2 semaines avant la sortie de The Thing, l'idole des jeunes, Spielberg, sort E.T. l'extraterrestre, qui est carrément l'inverse de The Thing. Et lui par contre, va tout rafler. Le box-office, Oscar, tout. Pendant que le film de Carpenter sera traité comme un chien, moqué, critiqué, jugé comme dégueulasse pour ses effets spéciaux. Bravo, c'est tout le principe du truc, idiot. Et comme trop sombre. Mais tu vas voir un film d'horreur, gars. Pourquoi ? Bref, le film a flop et aurait pu tomber dans l'oubli, mais les sorties vidéo et la postérité et aussi la renommée de Carpenter lui permettent d'enfin avoir les lauriers qu'il mérite et d'être considéré de nos jours comme un classique du cinéma d'horreur qu'il faut avoir vu. Ce avec quoi je suis complètement d'accord. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. De base, j'étais censé vous souhaiter joyeux Halloween, puis joyeux Noël, puis bonne année, puis au final, on est le 23 janvier, donc bon bah, bonne année quand même. Prenez soin de vous. La bise.